Bonjour, je suis Jéhu Ndoumi, PDG du groupe NetOil et Equity. Je me présente ce jour pour vous parler du thème que je vais développer lors du colloque international sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique, qui se tiendra le 24 et 25 juin 2021 à l'Université Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où j'entretiendrai les participants sur le thème dynamique entrepreneuriale et financement de l'innovation dans l'espace OHADA. Il s'agirait au cours de ce colloque de présenter aux participants et à tous ceux qui voudront bien prendre connaissance de ce qui sera dit sur ce qui est à l'origine de l'impulsion entrepreneuriale pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en général et ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils créent une nouvelle valeur, parce qu'ils proposent quelque chose d'innovant. Comment on va réussir à mobiliser les ressources financières pour financer ce qui est innovant. Donc, dans l'innovation, en ce sens que le financement, les mécanismes de financement associés à l'innovation sont différents de ceux qu'on a l'habitude de voir dans les financements classiques, dans le financement des projets classiques. Donc, il est question de montrer aux participants en quoi et comment ils peuvent réussir à mobiliser les financements, que ce soit des financements par capitaux propres ou des financements par des tierces, de l'innovation qu'ils auront apportée pour mettre un ouvrage ou pour mettre une œuvre ou pour créer directement une valeur sur le marché. Donc, j'incite les uns et les autres à s'approprier de ce colloque, d'y venir, et ils auront cette occasion aussi d'apprendre ce qu'apporte la neuroscience dans le processus entrepreneurial. Nous mettrons en avant tout le processus, toutes les techniques, les sciences inspirées de la neuroscience pour expliquer un peu tout ce qui sera processus entrepreneurial. Donc voilà, les uns et les autres sont informés de ce qui va se passer. Vous avez entre-temps sur le site des valeurs ajoutées, vous pouvez accéder au résumé de la communication, vous pouvez accéder aux informations préalables à cette communication pour pouvoir savoir un peu de quoi il sera question. Il est aussi possible que nous ayons des échanges avant le colloque pour édifier les uns et les autres sur la pertinence et surtout sur les mécanismes que je vais exposer ce jour-là, si vous estimez que vous ne pourrez pas être disponible. Donc voilà un peu en gros ce qu'on peut en dire du sujet et je vous remercie de l'attention que vous pouvez porter à cet événement et soyez les bienvenus à Abidjan le 24 et 25 juin 2021. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité dans le cadre de cette émission, La Minute de la Valeur Ajoutée, pour essayer d'apporter ma modeste contribution à l'édification et à la construction des jeunes entrepreneurs camerounais. Il est très difficile parfois de parler de soi-même. Je suis un homme. Je me définis comme un entrepreneur et en même temps comme un expert. Donc, je suis entrepreneur dans les secteurs de l'énergie, des technologies numériques. Et je suis un expert dans le domaine des financements structurés. Donc, j'ai quelques faits d'armes dans la vie économique en Afrique et partout dans le monde. Et voilà, ceux qui me connaissent sauront ce que je fais à travers le monde pour pouvoir rendre le métier d'entrepreneur suffisamment alléchant et attractif pour ceux pour lesquels nous voulons être des modèles. Alors, la question est bien posée parce qu'elle revient de plus en plus sur les moyens de relance des entrepreneurs ou des entreprises à cette période post-Covid, comme on dit. Mais comme je l'explique toujours, on n'est pas encore dans la période post-Covid. On a la deuxième vague qui a recommencé. C'est vrai, ça c'est beaucoup plus localisé en Europe, aux États-Unis. Il y a la troisième vague qui est annoncée. Donc nous sommes vraiment encore en plein dans la pandémie Covid-19. Alors, ceci, pour moi, n'est pas forcément du fatalisme. Comme disent les Coréens, lorsqu'il y a une crise, il y a toujours une opportunité. Alors, les entreprises aujourd'hui qui ont subi cette lourde perte du fait du Covid-19, la perte du chiffre d'affaires, la perte de l'activité, beaucoup ont fermé, la perte d'emploi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a possibilité
de se relancer. Se relancer comment? En s'orientant vers les secteurs que le célèbre économiste Jacques Attali a théorisé en parlant de l'économie de la vie. C'est cet ensemble des secteurs qui ont pour ambition ou pour mission de défendre la vie, donc la défense de la vie. Donc ces secteurs-là aujourd'hui, il est important pour qu'une entreprise qui veut survivre à la pandémie Covid-19 doit aujourd'hui orienter ses activités vers ces secteurs-là. Je veux parler des secteurs comme dans le domaine de la santé, l'hygiène, le traitement des déchets, la salubrité, l'énergie en général, la formation, l'éducation, voilà quoi, le transport. Tous ces éléments tous ces secteurs sont des secteurs de défense de la vie. Donc, si on n'oriente pas aujourd'hui les activités économiques vers ces secteurs-là, il est fort à parier qu'on continuera de perdre des marchés comme beaucoup de secteurs aujourd'hui ont perdu des marchés. Donc, moi, je pense que la pandémie Covid-19 a montré aujourd'hui que le travail peut se faire à distance. La pandémie a montré aujourd'hui que on peut très bien réussir ou bien vendre de la valeur ou distribuer de la valeur sans pour autant avoir la présence physique sur le lieu de vente. Donc, d'où les entreprises doivent muter ou organiser leur système autour de la digitalisation. Donc, la digitalisation aujourd'hui est une opportunité pour pouvoir permettre aux entreprises qui ont de la valeur à distribuer d'utiliser des canaux numériques pour le faire. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on prenne la pandémie Covid-19 comme une fatalité. Pour moi, pour l'Afrique, c'est une opportunité de faire un saut générationnel. Donc, il suffit d'être ingénieux, il suffit d'être habile et agile pour pouvoir aujourd'hui apporter des réponses adéquates justement à cette situation et s'en sortir. C'est possible. Alors, lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, avant d'apporter une réponse qui peut répondre à vos attentes, j'aimerais bien définir le contexte et savoir expliquer aux gens ce qu'on entend par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas de créer une entreprise. Une entreprise, c'est une enveloppe. C'est-à-dire une entreprise, c'est la structure juridique, organisationnelle, qui va porter la valeur que l'entrepreneur a créée pour la distribuer. Donc, l'entrepreneuriat, c'est la création de la valeur. C'est la création de la valeur qui répond à une souffrance, à un besoin ou à un désir pour lesquels des individus sont prêts à mettre le prix pour les acquérir. Ça, c'est très important. Donc, à partir du moment où on peut créer de la valeur qui peut être achetée par des individus parce que ça répond à un besoin déterminé, c'est de l'entrepreneuriat. Je peux avoir un projet qui n'est pas forcément une création d'entreprise. Je peux avoir un projet d'organisation d'un salon, d'un spectacle ou n'importe quoi qui est une valeur que je crée. C'est très important. Ça, c'est la notion d'entrepreneuriat. Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que l'entrepreneuriat, c'est un fleuve tranquille. Non. Ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat doivent savoir qu'ils s'engagent sur un chemin difficile. Ils s'engagent sur un chemin où ils n'auront pas de sommeil, où l'échec ne doit pas être perçu comme nous on le perçoit dans nos systèmes francophones, où on va le plus souvent échouer. Et il faut être capable de renaître de ses cendres. Il faut être capable, une fois on a chuté, une fois on a échoué, qu'on recommence. Cette capacité à pouvoir recommencer, cette capacité à pouvoir se remettre en question, c'est très important. Donc, l'entrepreneur, le futur entrepreneur, je préfère l'appeler comme ça, le futur entrepreneur ou l'aspirant entrepreneur doit cultiver deux grandes qualités qui sont la capacité négative et la sérendipité. Il doit être capable de les cultiver. Sinon, il va se lancer dans une aventure, je vais appeler ça une aventure sans lendemain. Et aussi, il faut qu'on enlève dans la tête des gens que créer une entreprise ou faire de l'entrepreneuriat, c'est une option pour les perdus, ils n'ont pas pu faire autre chose. Non, c'est un choix de vie qui doit correspondre à votre tempérament, à votre caractère et à votre vision. Un entrepreneur, c'est celui-là, il doit être capable d'avoir de l'imagination, c'est-à-dire de la créativité, il doit être capable d'avoir une vision, une mission, rassembler les gens autour de sa vision et pouvoir les faire travailler. Ça, c'est très important. Il doit cultiver de la résistance. La résistance. Il ne doit pas avoir la peur de l'échec. Il doit avoir en ligne de mire l'objectif qu'il s'est fixé. Ça, c'est très important. Et ça demande qu'il ait une formation aussi. Voilà. La formation est importante. La formation, en fait, développe en l'homme, d'accord, des capacités, des aptitudes. Ça, c'est très important. On n'est pas entrepreneur, un entrepreneur ne s'assoit pas et voilà, il pense qu'il est comme un employé. Hein? D'accord? Il faut faire très attention. L'employé, lui, va vendre du temps de travail à un employeur qui va rémunérer.
Donc, le but d'un employé, c'est de gagner de l'argent parce qu'il vend son temps de travail. Mais l'entrepreneur, ce n'est pas que de l'argent. L'argent est une ressource. Il a une vision, il a un problème à résoudre, il a une réponse à apporter. C'est ça l'entrepreneur. Derrière ça, il lui faut des ressources, dont l'argent. Donc, c'est une conséquence de ce qu'il fait. Donc, une fois on a compris ça, une fois on a intégré ça, et on saura que l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que on va dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut être riche, parce qu'on veut être libre. Oui, c'est une conséquence de la richesse, c'est une conséquence de la liberté. Mais au fond, est-ce qu'on est vraiment libre? Puisqu'on dépend de sa vision en ce moment, puisqu'on dépend de son ambition, puisqu'on dépend de beaucoup de choses, on dépend de ce qu'on veut apporter comme solution. Donc, l'entrepreneur, ce n'est pas un fleuve tranquille. Donc, moi, je pense que les jeunes ou tout futur entrepreneur doit ne pas commettre l'erreur de penser qu'il va vers un secteur d'activité où il aura de la quiétude, où il aura de la paix. Non, ça peut venir, mais très tard. Très bien, vous touchez là un pan important des difficultés qui s'offrent aux entrepreneurs au jour le jour, notamment les entrepreneurs africains, qui est la question du financement des activités ou de son idée ou de sa mission. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on veut se lancer dans la recherche des financements, ce n'est pas l'entreprise que le plus plupart du temps on finance l'entrepreneur. Et pour que la ressource financière parvienne à celui qui la recherche, c'est-à-dire l'entrepreneur, il doit développer ou cultiver ce qu'on appelle la confiance. La confiance est le maître mot. La confiance est le mot à évoquer à chaque fois par un entrepreneur s'il veut réussir à avoir les ressources financières pour développer son activité. Il peut avoir une très bonne stratégie, il peut avoir une bonne capacité d'exécution. Donc, stratégie pour S, capacité d'exécution pour C, S fois C. Vous mettez une parenthèse, il faut multiplier par C encore, qui est la confiance pour avoir égal R, le résultat. Donc, le résultat est une conjonction de la stratégie adaptée, de la capacité d'exécution performante et de la confiance que l'entrepreneur doit susciter ou inspirer auprès de ceux qui veulent mettre leur capital pour l'accompagner, pour avoir les résultats. Derrière ça, maintenant, il va faire face à certains éléments ou certains paramètres qui peuvent être soit un handicap, c'est-à-dire un frein au bon résultat ou un avantage. C'est l'impôt de la confiance ou le dividende de la confiance. L'impôt de la confiance, c'est lorsque vous n'avez pas suffisamment, vous ne suscitez pas suffisamment confiance auprès de ceux qui vont apporter des capitaux. Ça peut être la banque, ça peut être des partenaires financiers privés, ça peut être n'importe qui. Donc, vous êtes obligé de payer un impôt, c'est-à-dire qu'il réduit considérablement vos résultats. Parce que cet impôt de la confiance, vous le payez parce qu'on n'a pas confiance en vous. Ça veut dire que vous perdez le résultat escompté parce qu'on n'a pas eu confiance en vous pour vous donner les ressources. Par contre, si vous suscitez la confiance, si vous inspirez confiance, vous avez ce qu'on appelle le dividende de la confiance. Ça permet à ce que les résultats, avec la même dose de stratégie, la même dose de capacité d'exécution et la bonne confiance à ce que vous faites, vous aurez les ressources qu'il faut pour pouvoir avoir les résultats optimum. Ça, c'est très important. Cette formule n'est pas de moi, je l'ai empruntée à Stephen Covey qui a écrit Le pouvoir de la confiance. J'exhorte beaucoup d'entrepreneurs à lire cet ouvrage pour comprendre un peu ce qu'il veut exprimer par là. Donc, pour moi, le maître mot pour un entrepreneur, pour pouvoir trouver les ressources disponibles, utile pour réaliser son projet, c'est qu'il inspire confiance. On va financer parce qu'on a confiance en ses capacités. Et la confiance, c'est quoi? C'est deux paramètres. C'est la compétence, c'est votre personnalité. Dans la personnalité, vous avez la notion d'intégrité, d'accord? Vous avez la notion quand on parle de l'intégrité, l'intégrité n'est pas forcément liée à la morale. Parce que quand on dit quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mauvaises choses. Non. L'intégrité, c'est l'alignement qu'il y a entre ce que vous pensez, ce que vous croyez et ce que vous faites. C'est très important. Il faut que ce soit aligné. Ça veut dire que ce soit en adéquation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrité, quelqu'un d'intègre. Donc, quand vous dites des choses, vous les faites. Et si vous avez dit des choses, c'est parce que vous les avez réellement pensées. Donc, votre pensée doit pas être différente de ce que vous dites et de ce que vous faites. Quand c'est aligné, on a quelqu'un d'intègre. Ensuite, vous avez la compétence. La compétence, c'est vos capacités, vos aptitudes, vos résultats et vos états de service. Vous êtes compétent si vous produisez du résultat et si vous avez des choses qui prouvent que vous êtes capable de réaliser ce que vous annoncez. Donc, une fois ces deux éléments sont réunis, c'est-à-dire la personnalité
derrière lequel on cache un ensemble de choses comme l'intégrité, la personnalité et la compétence, vous avez la confiance. Confiance maintenant combinée à la stratégie performante, à la capacité d'exécution, vous avez le bon résultat. Donc voilà en gros ce que l'entrepreneur doit retenir de ce que je viens d'expliquer. Alors, voilà, l'occasion m'est donnée aujourd'hui d'expliquer le concept qui est devenu un produit, parce que le concept c'est encore dans notre conception, on n'est plus à la phase de la conception, le produit est déjà testé en Tunisie. En fait, c'est un produit. Nous avons voulu répondre, comme je disais tout à l'heure, pour un entrepreneur, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une solution à une problématique. Moi, j'ai voulu apporter une solution aporophobe, c'est-à-dire je vais être hostile à la pauvreté. Et en cela, j'ai un modèle qui s'appelle Younous Mohamed, qui a été prix Nobel de la paix en 2006, qui a créé Grand Bank en 1976 au Bangladesh, qui est le père de la microfinance. Par son talent, il a voulu apporter une réponse, d'accord, au recul de la pauvreté pour le petit peuple. Nous observons ça aujourd'hui en Afrique. Je veux utiliser justement l'expérience que j'ai pour faire reculer la pauvreté. Je veux être un entrepreneur aporophobe. Ça, c'est très important. Donc, j'ai utilisé les technologies existantes, notamment tout ce qui est fintech, pour proposer une solution qu'on a baptisée Younous pour rendre hommage à ce prix Nobel de la paix. Parce que si vous êtes pauvre, vous ne serez jamais en paix. La paix n'est pas l'absence des armes ou bien l'absence de problèmes. Il faut avoir la paix intérieure. Et ça, la pauvreté pour nous, c'est quelque chose pour moi qu'il faut faire reculer. Donc, la solution consiste à faire quoi? La solution consiste pour une même carte ou bien une application mobile quelconque, de donner la possibilité à son détenteur, ou ce que nous appelons le client, d'avoir une couverture assurantielle sur la maladie, les accidents et les décès. D'accord? Au cas où, si on vise le petit peuple, les Bentikine ou tout ça, il fait un accident, il décède, on a une somme d'argent qu'on va remettre à sa famille pour les obsèques. S'il est malade au courant de sa validité, il est pris en charge, il est hospitalisé. Avec la même carte, vous êtes capable d'avoir du crédit. On va casser le pouvoir des usuriers. Vous allez au bout d'une heure de temps, vous sollicitez un crédit qui va aller peut-être de 1 franc à 5 millions de francs sur notre plateforme, faire la demande de ce crédit et l'obtenir sans garantie. Et vous avez un temps pour le rembourser. Ça, c'est déjà très important. Ensuite, ça va vous permettre aussi de faire des achats chez les magasins partenaires. Donc, on est là dans l'inclusion financière. À partir de l'inclusion financière en utilisant le numérique. Donc, on est dans une situation d'inclusion financière numérique. Donc, ça, c'est très important. Donc, on va utiliser la chance que nous offrent les technologies numériques pour faire reculer la pauvreté. Pourquoi? Parce que seul le numérique nous permet d'atteindre les couches défavorisées les plus éloignées, sans pour autant qu'on ait une présence physique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que s'il n'y avait pas ce nuage numérique existant, il fallait se rapprocher au fil des gens en mettant des infrastructures. Or, de nos jours, on n'a plus besoin d'avoir des infrastructures physiques pour pouvoir offrir du service. Nous allons utiliser les canaux en multicanal et omnicanal. Multicanal et omnicanal pour pouvoir offrir ce service-là. Et on va faire reculer la pauvreté dans ce sens-là. Donc, l'accès au crédit aujourd'hui sera démocratisé. Ça ne sera plus un luxe. Nous n'aurons plus besoin d'une garantie pour ça. Et on va toucher tout le monde. Donc, chacun pourra être libre. C'est cette liberté financière que nous recherchons. Vous avez besoin de 50 000 francs, 20 000 francs. Vous n'avez pas besoin de tempester, d'avoir des garanties et non remplir une tonne de papier pour l'avoir. On a pris 6 ans pour développer cette application qui, d'ailleurs, avec notre partenaire, est sortie meilleure fintech européenne à Berlin en mars 2020. Nous allons le déployer dans les prochains jours, les prochaines semaines, dans notre pays, ainsi que dans d'autres pays de la zone Afrique subsaharienne. Donc, déjà, moi, souffrir que j'en parle. On avait voulu le déployer avant d'en parler. Vous m'avez interpellé là-dessus. J'ai expliqué grosso modo à quoi ça va ressembler. Donc, c'est une solution numérique, d'accord, pour l'inclusion financière. C'est-à-dire, pour nous, nous voulons faire reculer la pauvreté. Et je répète le mot phare, nous sommes une entreprise qui avons une solution aporophobe, c'est-à-dire hostile à la pauvreté. Voilà ce que je peux en dire de la solution. Je vous remercie et je serai toujours à votre disposition pour des prochaines émissions, si tant que ma compétence vous est utile. Merci de me recevoir chez vous. Moi, c'est Georges JMP, un jeune professionnel du marketing et spécialement du marketing digital.
et amoureux, n'est-ce pas, des nouvelles technologies. Passionné, je dirais. S'il faut répondre à ces questions, je crois qu'on pourra en faire tout un cours. Mais de façon simple, le marketing digital, c'est une science qui va mettre en œuvre, n'est-ce pas, des techniques marketing traditionnelles, mais plutôt sur des canaux numériques, au travers desquels on va pouvoir vendre, communiquer et recruter des clients, suivre aussi des clients et développer aussi, n'est-ce pas, la marque d'une personne ou d'une entreprise. Donc le marketing digital, c'est un peu l'usage des canaux numériques pour pouvoir, n'est-ce pas, implémenter ces différents leviers que je viens de proposer. Je dirais qu'elle occupe une place primordiale aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Il y a une évolution des habitudes qui se fait au niveau, n'est-ce pas, de nos usages. Et toutes les entreprises qui conçoivent des biens ou des services sont orientées clients. Ça veut dire que tout ce qu'ils produisent, ils doivent, n'est-ce pas, s'adapter, n'est-ce pas, aux besoins de ces clients-là. D'où l'importance pour, n'est-ce pas, les entreprises de se greffer sur les différentes plateformes où se trouvent leurs clients. Je prends un exemple. Une entreprise aujourd'hui, si elle veut être efficace, il est important, si elle veut vendre, de tenir compte qu'au jour d'aujourd'hui, le même client qui n'avait pas un téléphone mobile ou bien qui n'était pas très orienté social media est sur ces canaux. Donc, elle doit aussi être présente où effectivement, n'est-ce pas, les clients se trouvent. Autrement dit, c'est-à-dire être présent à l'endroit où le client s'entend le moins. Donc, l'impact aujourd'hui du marketing digital dans les activités d'une entreprise, je dirais, est primordial. Les entreprises sont obligées de s'y mettre, donc c'est vraiment très important aujourd'hui pour les entreprises. Je dirais très importante. Pour certaines entreprises, cette période a été une période où beaucoup ont découvert justement, je vais dire plus les outils, de façon générale le marketing digital. L'imposition des mesures de sécurité liées au Covid a imposé, n'est-ce pas, les entreprises à changer, je vais dire, leur façon de travailler. Mais il faut dire que là, les entreprises qui ont pu répondre à ce besoin, c'était des grandes entreprises. Parce qu'il faut dire aussi que adapter, n'est-ce pas, l'activité d'une entreprise via ces différents outils qui permettent éventuellement de faire du télétravail nécessite un coût. Au préalable, ça nécessite, n'est-ce pas, une formation. Donc du coup, comme on n'est pas préparé, n'est-ce pas, à l'éventualité, n'est-ce pas, d'une crise, des entreprises qui ont des moyens vont mettre en œuvre, n'est-ce pas, investir, n'est-ce pas, dans l'acquisition de ces différents outils. Mais des grandes entreprises qui avaient une vision numérique ou digitale avaient déjà certains outils. On prend un exemple, vous êtes dans une entreprise, vous avez votre Internet, et quand vous voulez travailler sur la plateforme de l'entreprise qu'on appelle des ERP, c'est un exemple, un entreprise ressources planning, ou bien un système de gestion pour faire simple, ou bien un CRM, l'employé peut, si on lui installe un service qui s'appelle un Virtual Private Network, un VPN, se connecter depuis sa maison pour pouvoir travailler. Mais il est monitoré, c'est-à-dire qu'il est suivi par l'IT, n'est-ce pas, de l'entreprise. Ça se fait déjà. Mais maintenant, des conférences et suivre de façon quotidienne l'activité d'une ressource nécessitent des outils un peu plus spécifiques qui répondent, n'est-ce pas, à l'activité, n'est-ce pas, de l'entreprise ou bien au sein de l'unité. Il faut dire que chaque outil est conçu de façon spécifique en fonction du besoin de l'entreprise ou en fonction du besoin de l'agent qui va être mis à contribution pour pouvoir l'utiliser. L'avantage derrière, c'est que ces entreprises-là, certaines, je veux dire, ont adopté ces différents outils, ce qui a permis à ces entreprises, non seulement pour certains de découvrir qu'il était possible de le faire, mais pour d'autres, de vraiment optimiser l'utilisation de ces services qui se faisaient juste de façon, je veux dire, à 2-3% au sein de l'entreprise. Mais par contre, il y a des entreprises qui ont perdu parce qu'ils ne sont pas adaptés. Ils ont subi en fait le changement, du moins de fait, la situation avec le Covid. Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça a interpellé et ça interpelle encore des entreprises qui n'y pensaient pas, de justement s'y greffer et de penser justement
à leur transformation digitale. Comme je disais tout à l'heure, certaines entreprises, oui, ont une vision digitale, mais d'autres traînent encore le pas. Mais je vais dire de façon basique, ce qui est important, c'est qu'il y a des entreprises qui s'y intéressent parce que beaucoup aujourd'hui qui n'étaient pas présents sur des plateformes numériques, notamment avec un site web pour prendre, n'est-ce pas, des plateformes basiques, commencent déjà à s'y faire. Et dans notre cas, dans notre activité, on reçoit de plus en plus de demandes qui vont dans ce sens-là. Donc je pense que les entreprises progressivement commencent à comprendre l'importance du marketing numérique parce que pour pouvoir faire du marketing numérique, il faut déjà être présent sur des plateformes sociales. Pour répondre à votre question, je vais m'appuyer sur le mot stratégie. C'est justement ça, il faudrait que l'entreprise ait une stratégie digitale. Il faudrait qu'il y ait d'abord une volonté au sein de l'entreprise de pouvoir passer à sa transformation digitale. C'est d'abord une pensée, c'est d'abord une volonté, c'est d'abord un investissement, c'est d'abord une compréhension de l'activité qui va impacter de façon quotidienne, n'est-ce pas, le revenu de l'entreprise. Parce que généralement, l'entreprise, c'est ça le but. Donc, ça va commencer par cette vision. Ensuite, il faut la formation. Au-delà de la formation, il faudrait que les services de ressources humaines pensent, n'est-ce pas, à recruter des personnes spécifiques qui vont pouvoir, n'est-ce pas, intervenir dans ce processus au sein de l'unité ou de l'entreprise, tout simplement. Alors, bonjour Valeur Ajoutée, donc merci déjà de me recevoir. Je suis Philippe Koya, promoteur de Fildion Technologies. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fourniture de services numériques. Plus précisément, on apporte des solutions aux problèmes des entreprises avec des outils numériques. Et ça fait plus de 2 ans justement que nous sommes chez la classe camerounaise et nous sommes contents d'apporter nos solutions et apporter un certain impact en fait socio-économique sur le pays. Alors, déjà, ça a 2 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est au niveau interne. C'est que l'avantage de Fildion Technologies, c'est que nous sommes une entreprise justement qui avions déjà eu des usages et des habitudes dans l'utilisation en fait, des solutions collaboratives. Vous savez qu'en interne déjà, on utilisait des applications qui permettaient de faciliter la discussion, la collaboration avec les différents employés. Et justement, pendant le Covid, lorsque nous sommes allés en confinement, tout le monde était un peu comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que tout le monde était à l'aise à pouvoir échanger et travailler à distance avec des réunions hebdomadaires, etc. Donc, le deuxième point, justement, c'était un point de vue externe. Et sur le point de vue externe, par contre, c'était un peu difficile parce que justement, les clients habituels, en termes de commandes, il y a justement eu une décroissance en termes de chiffre d'affaires, forcément vu l'impact économique de la pandémie justement sur les affaires. Mais par contre, de notre côté aussi, on a connu quand même 120% de croissance, d'intéressement sur les solutions au niveau des PME qui de plus en plus nous sollicitaient pour avoir vraiment un outil qui leur permettra de changer légèrement leurs habitudes et accroître leur productivité. Alors, les entreprises déjà, il y a des PME, il y a de grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises, pendant justement cette période-là, recherchaient maintenant des solutions plus dynamiques que celles qu'elles avaient déjà, sur lesquelles justement nous avons apporté conseil. Mais ce qui était très intéressant, c'était justement la croissance au niveau des PME. Donc, j'ai dit tantôt que nous, à notre niveau, on a observé 120% de croissance d'intéressement des PME sur les solutions digitales, notamment des solutions telles que Zoom, Teams et aussi Odoo. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des PME qui aujourd'hui souhaitent vraiment embrasser le digital pour avoir une meilleure production des activités. Le plus utilisé au niveau des PME déjà, beaucoup n'en avaient pas d'outils. Donc nous étions justement force de proposition et nous avons proposé justement Zoom, qui est un outil de visioconférence et de visiocommunication, qui a la particularité qu'on peut se connecter sur une session Zoom sans forcément avoir de compte, et aussi la gratuité aussi de certaines applications, donc Zoom, Microsoft Teams
et Odoo. Donc Odoo qui est un système de gestion qui peut être accessible en ligne facilement, même sur un téléphone, un smartphone. Ça permet de savoir, par exemple, si aujourd'hui on a fait 500 000 de chiffre d'affaires, dans Odoo, on voit qu'on a fait 500 000 et on peut savoir un peu comment est-ce que l'activité évolue. Donc voilà les 3 principales applications que nous avons pu observer justement durant cette période de Covid. Alors, en ce qui concerne déjà la particularité des activités en fait commerciales dans les entreprises du commerce général, Odoo, parce que Odoo a un très puissant en fait module de gestion de stock et d'inventaire. Et ça, l'inventaire, le stock, c'est vraiment un problème crucial qu'on a ici au Cameroun. Donc, les entreprises du commerce, vraiment, si un conseil à donner, c'est regarder la solution Odoo, car elle peut justement répondre en fait à vos besoins. Et de manière générale, pour toutes les entreprises, c'est des solutions telles que Zoom, WhatsApp aussi. Donc, on peut créer des groupes WhatsApp d'entreprises pour fluidifier la communication entre les différents employés. Et des fois, l'entreprise peut aussi créer un WhatsApp business pour l'entreprise. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les clients veulent de la proximité en fait avec leurs prestataires. Donc, créer par exemple sur WhatsApp Business un compte entreprise peut faciliter en fait la proximité et l'échange avec les clients. Merci à vous. Bien, je voulais vous remercier pour m'avoir invité à votre émission. Pour me présenter, je dirais que je suis docteur Nwafo. Je suis expert financier. Je suis banquier d'affaires. Je suis directeur général du cabinet Target, qui fait spécifiquement dans les conseils, dans les études, dans la recherche de financement et dans les interventions sur site. Nos domaines d'intervention sont assez vastes. Ça va de la gouvernance, en passant par gérer des financements et en allant aux problèmes de développement. Bien, je voudrais vous dire qu'avec un taux de prévalence de 25% au Cameroun actuellement, et avec un taux de morbidité de 5%, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de contaminés, de 5%, et avec un taux de guérison de 60%, le Cameroun est certainement mal embarqué dans cette crise de la pandémie Covid-19. À l'origine, il y a une impréparation. On a été surpris et le Cameroun n'a pas pu développer effectivement des actions immédiates pour pouvoir contrer la pénétration de ce virus sur le territoire camerounais. Et on en arrive là, à ce niveau bien précis, et on s'aperçoit que l'État n'a pas pris la juste mesure effectivement de ce qu'il fallait faire. Elle a réagi promptement, certainement pressée par des impératifs économiques, pour pouvoir faire un déconfinement de la population, simplement un mois après avoir lancé le confinement. Or, ce déconfinement a provoqué dans l'opinion publique une espèce de rumeur qui aurait voulu que le Covid-19 soit vaincu. Ce qui n'est pas le cas, car vous avez remarqué que lorsque on a commencé à ouvrir les bars, la contamination a commencé à flamber. La contamination a flambé et dans l'insouciance générale, les mesures en fait de protection qui avaient été mises en place, personne ne les suit. Et personne ne pense en réalité à pouvoir pousser les gens à suivre effectivement ces mesures barrières. On en est aujourd'hui à un stade d'ailleurs où avec environ plus de 13 000 contaminés, on n'arrive même plus à donner les statistiques parce qu'on est bloqué. Donc, on ne fait que monter. Et on nous parle du pic. Le pic, c'est quoi finalement?
Le pic, c'est le maximum, effectivement, de la contamination qu'on peut avoir dans une période déterminée. Il faut atteindre ce pic. On parle de ça parce que, historiquement, lorsqu'il y a des pandémies, on suit jour par jour le nombre de contaminés. C'est jour par jour, on les note. Et on va voir que jour par jour, ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, jusqu'à ce qu'on atteigne un certain plafond et ça commence à baisser. C'est ce qu'on appelle le pic. Et quand les gens se tablent sur des scientifiques qui ont été, ou sur des sciences qui ont été élaborées ailleurs, pour dire que le pic va avoir lieu au mois de juin, rien n'est moins sûr. Parce qu'on a passé aujourd'hui, on est au mois de juillet, et la contamination ne fait que s'aggraver. Bien. Donc la théorie qui aurait voulu que le pic se produise dans 3 mois n'est pas tout à fait exacte sous nos cieux. Il faut bien le comprendre en réalité. Mais ce qui est embarrassant dans cette affaire-ci, c'est qu'on en arrive à un point où on se pose des questions. Pourquoi l'État a-t-il ouvert effectivement les vannes du déconfinement? Pourquoi? Pourquoi l'État l'a-t-il fait? Tout simplement parce que, pour ma part, en mal d'arguments, n'est-ce pas, en manque de moyens pour pouvoir contrer la pénétration de ce virus, l'État joue sur ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a immunité collective lorsque l'on atteint, lorsque 60% de la population est donc atteinte. À ce moment-là, le virus ne peut plus circuler. Normalement, il y a une immunité qui se produit. Mais pour atteindre cette immunité collective, vous voyez très bien tous les sacrifices qu'il faut endurer. Voilà un peu ce qui me fait dire en réalité que le Cameroun est loin d'avoir gagné la bataille de la pandémie. Et que si par extraordinaire, il se trouve que le Cameroun résiste à la pandémie, ce ne sera pas du fait de l'État, ce sera parce que ce sera naturellement. Bien, pour répondre à votre question, je vais tout simplement dire que les pays africains sont différents les uns des autres sur le plan économique. Je prends le cas du Cameroun. Dans le cas du Cameroun, nous saurons très bien que lorsque nous examinons la contribution des secteurs économiques au produit intérieur brut du Cameroun, on va constater ceci. 53% du PIB s'est constitué essentiellement par le secteur par le secteur tertiaire. C'est-à-dire, le secteur tertiaire, c'est le secteur du commerce, c'est le secteur des services, c'est le secteur hôtelier, c'est le secteur des transports, voilà, tous ces services-là qui constituent le secteur tertiaire. Et ça, c'est ça qui constitue la production de 53% de la richesse nationale. Quand vous avez compris cela, vous allez comprendre que dans les 53% en question, il y a 12% du PIB qui sont produits par le secteur informel. C'est-à-dire tout ce que vous avez là comme les Ben Skinner, comme les colboxers, comme les vendeurs à la sauvette, ils produisent 12% de la richesse aujourd'hui. Et ces 12% de la richesse occupent environ 80% des Camerounais actifs. Donc, c'est très important de voir cette spécificité-là et de voir la fragilité des économies. Je vous signale que le secteur primaire ne contribue que pour 15% au PIB, à la production de la richesse. C'est le primaire. Alors que le secteur secondaire, industriel, n'intervient que pour 25% à peu près. Vous avez vu tous ces déséquilibres-là qui font quand même que chaque pays est spécifique en soi-même quand on décompose un peu son PIB. Ceci étant dit, pour revenir à votre question, est-ce que les mesures fiscales telles qu'elles ont été faites par l'État, de toutes les façons, apportent quelque chose actuellement? Moi, je pense en réalité que pour répondre à cette question, il faut voir encore une fois de plus
Lorsque nous prenons par exemple le secteur secondaire, qui est le secteur de la production, le secteur secondaire est dominé par les multinationales. C'est très important de le savoir. Ce sont les multinationales qui dominent le secteur secondaire. Et quand vous dites que vous faites des mesures, des avantages fiscaux, par exemple, au secteur secondaire, ça veut dire que vous faites une prime aux multinationales qui, elles, ont pour vocation de pomper vos ressources pour l'amener plutôt ailleurs. Donc, cette mesure fiscale que vous produisez, c'est une prime que vous avez faite à ces grosses sociétés et ça ne vous apportera absolument rien du tout. Eux-mêmes, ils n'étaient même pas menacés par la pandémie. Vous vous en doutez bien. Tout simplement parce qu'ils travaillent dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec le secteur social, etc. Hein? La téléphonie mobile, par exemple, n'a rien à voir avec votre histoire de coronavirus là. Que vous mouriez toujours pas, ils sont là, ça marche. Donc voilà en fait la réalité du terrain telle qu'elle se présente aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez me poser la question en me disant, mais alors pour les entreprises industrielles nationales, qu'est-ce qui se passe exactement? J'entends par entreprises nationales, c'est-à-dire des entreprises à capitaux camerounais, tenues par des Camerounais. Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien oui, ça peut être un avantage effectivement pour les entreprises nationales, qui est une baisse de fiscalité. Ça c'est très important. C'est un avantage certain. Seulement voilà, le problème de ces entreprises-là, ce n'est pas aujourd'hui un problème. Un problème de relance, par exemple, de la pollution, pour la simple raison que c'est en face d'eux, c'est la demande qui manque. C'est des gens qui n'ont plus d'argent, c'est des gens qui ne vont pas travailler, c'est des gens qu'on a licenciés parce qu'il n'y a pas de travail, etc. Il n'y a pas de pouvoir d'achat. La demande est faible. Donc, relancer une économie, par exemple, par des mesures fiscales, alors que vous avez en face de vous une demande faible, ne sert strictement à rien du tout. Maintenant, vous pouvez me poser la question de savoir si, au domaine effectivement, justement la demande, les mesures fiscales qui interviennent peuvent effectivement servir à quelque chose. Oui, si la fiscalité effectivement agissait donc au niveau des impôts directs que les ménages payent à l'État, ou agissait au niveau de la TVA que vous, en tant que consommateur, vous payez. Il fallait dire plutôt, j'allège la TVA, par exemple, pour que les ménages aient plus de souffle pour pouvoir consommer davantage. Mais est-ce que c'est le cas? Ça n'a pas été le cas, je vous signale. Ça n'a pas été le cas. Donc, je dis, il ne faudrait pas en réalité que nous prenions parfois des mesures pour le plaisir de prendre des mesures. Il faut prendre des mesures, pas pour amuser les gens et dire nous avons pris des mesures qui vont relancer. Il faut voir l'incidence même des mesures que nous prenons sur l'objectif que nous voulons atteindre. Quand je vous parle de la fiscalité, c'est bien ces mesures effectivement de fiscalité. Mais prenons un cas, vous me posez la question effectivement sur les mesures douanières. Bon, ben, prenons. Les mesures douanières, c'est quoi finalement? C'est-à-dire que vous pouvez baisser les taux des droits de douane sur certains produits, etc. Mais si vous le faites, c'est pour faciliter effectivement, j'allais dire, l'accès à ces produits. Mais est-ce qu'on a besoin de ça actuellement? Je n'en crois rien du tout. Je pense que l'État aujourd'hui est essoufflé parce que l'État est en mal d'argent. Et si vous allez encore perdre de l'argent en réduisant les droits de douane, etc., vous n'y arriverez pas. Voilà ce que je vous dis à ce niveau-là. Je vous l'ai dit donc, moi, je ne suis pas un adepte effectivement des solutions de baisse des taux de douane pour pouvoir faciliter quelque chose. Parce que, en fait, je vais vous dire une chose qui est importante et que vous n'avez pas perçu très bien. Lorsque le Cameroun, prenant seul l'initiative de signer les accords de partenariat économique, sans s'en référer à leurs partenaires de la CEMAC, par exemple,
j'ai considéré que c'était une très grave erreur. Pourquoi? Parce que les accords de partenariat économique vous invitent à ouvrir votre économie aux produits étrangers qui arrivent à taux de douane zéro. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas de droits de douane. Et par réciprocité, on vous dit, vos produits ici entreront aussi dans les pays européens à taux de douane zéro. Mais comme vous n'avez rien à exporter, vous ne gagnez rien à ce jeu-là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en sent les contre-coups au niveau de la douane. Hein. Au niveau de la douane, on sent ces contre-coups-là. Donc, à mon sens, on ne peut pas, après avoir signé cet accord-là, continuer encore à dire nous allons encore baisser les droits de douane parce que l'État sera étouffé tôt ou tard. Bien, maintenant, moi je pense finalement que je vais vous donner ma solution. Tout de suite, j'ai écrit un ouvrage que j'ai eu l'honneur de vous remettre ici d'ailleurs, qui s'appelle La décolonisation économique de l'Afrique noire française par l'émergence des entreprises nationales et compétitives. Et c'est là, justement, que je veux en venir. Tant que nous n'allons pas réfléchir en réalité en termes de décolonisation économique, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut aider effectivement les entreprises nationales à émerger, eh bien, je crois qu'à ce moment-là, nous n'aurons pas gagné la partie. Et je vais vous dire une chose, finalement. Ce que vous appelez, par exemple, les investissements, vous en avez parlé. Les investissements, ce sont de l'argent étranger qui vient d'ailleurs. Hein. C'est de l'argent qui vient de l'étranger. Mais je vais vous dire, comme poursuivant dans la lignée de certains économistes, je vous dirais l'argent étranger n'a jamais développé un pays. Or, notre grave erreur aujourd'hui, c'est quoi? Notre grave erreur, c'est d'avoir fait appel à des investissements étrangers, directs, massifs. C'est l'erreur que ce gouvernement a commis pendant ces 38 années. Avoir fait appel à des investissements directs étrangers massifs. Ça ne nous a pas servi. Ça a permis simplement la domination de nos économies par des grands groupes, etc., qui sont venus acheter nos entreprises de souveraineté, qui sont venus acheter tout ce que nous avions comme entreprise camerounaise, nationale. Et bien, à ce niveau-là, nous n'avions plus que nos yeux pu pleurer, puisque à partir de ce moment-là, ils avaient une souveraineté puissante sur nous. La solution, c'est changer de mentalité. La solution, c'est de dire il faut que nous nous développions par nous-mêmes, c'est-à-dire un développement endogène qui nous amène certainement à penser à créer nos propres économies. Il n'y a pas de raison que d'autres réussissent ce pari et que nous ne puissions pas réussir le même pari. Je suis désolé, mais si vous allez au Ghana, vous allez bien voir effectivement le pari qu'ils ont réussi, ne serait-ce que pour le cacao. Mais je vous dis certainement que si on ne passe pas par là, par cette décolonisation économique, on n'y arrivera pas. Et on sait très bien que sans indépendance économique, il n'y a point d'indépendance politique. Et ça, c'est le message que je voulais transmettre. Et que c'est ça que la Covid-19 est en train de nous transmettre. Voilà la réalité du Covid-19 qui est en train de nous transmettre ce message-là. Sans indépendance économique, il n'y a point d'indépendance politique. Et vous assistez, vos yeux sont là pour voir tout ce qui se passe actuellement. C'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, madame, je tenais à vous remercier d'abord pour la disponibilité et aussi pour le cadre que vous mettez à la disposition de la fédération afin de s'exprimer. Et j'aimerais aussi faire une petite rectification. Nous sommes une fédération des petites entreprises du Congo. Petites. Et c'est vrai, c'est encore des débats. Est-ce que nous allons avoir aussi les moyennes entreprises
Mais pour le moment, nous restons d'abord avec les petites entreprises. Et maintenant, par rapport à votre question, où vous nous demandez qu'est-ce que la Fédération des petites entreprises du Congo. C'est une association inclusive qui œuvre dans l'intérêt général avec l'ambition de prendre part active, notamment pour la formation et le renforcement des capacités des entrepreneurs en général et des adhérents de la Fédération des petites entreprises du Congo en particulier, la promotion et la sensibilisation de la petite entreprise, la défense notamment des intérêts moraux de ses membres, la recherche des partenaires au profit de ses membres. Nous avons des missions tant au niveau national qu'au niveau international, que je pense pour le moment on ne va pas encore essayer de les développer. Ah, c'est une question pas très complexe, mais complexe quand même. D'abord, au niveau du Congo, pour créer une entreprise, nous avons ce que nous appelons le CFE, le Centre de formalité des entreprises. Et à ce niveau, il faut maintenant voir quel statut choisir. Soit vous voulez créer une entreprise individuelle, notamment établissement. C'est un statut que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir aussi le statut de personne morale, notamment une société. Et le CFE est là, et avec les conditions nécessaires pour répondre, notamment il y a des pièces à fournir pour les sociétés. Il faut passer par le notaire, un cabinet notarial, et une fois après avoir élaboré les statuts, le notaire dépose tout au niveau du CFE, au niveau du greffe du tribunal. Je crois en quelques jours vous avez votre société. Hein? Ça c'est. Mais je peux vous donner les infos, les papiers, les documents sur les conditions de création d'une société au Congo. J'aime promouvoir l'idée de la création d'entreprise et je suis très attaché à la libre entreprise. Maintenant, un jeune qui veut se lancer dans la création doit comprendre qu'il y a des étapes. La première étape d'abord, c'est avoir une idée. C'est fondamental d'avoir une idée. Parce que quand on a une idée, on doit valider l'idée. Est-ce que son idée est compatible? Et une fois il valide l'idée, il peut maintenant passer à l'étape du projet de création. Et à ce niveau-là aussi, il faut être rigoureux avec l'étude. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez beaucoup de business plans, on est très optimiste. On va produire, je prends le cas d'une petite structure de jus de bissap. Et dans l'étude, il dit même qu'il est capable de vendre déjà 1000. Son problème, c'est quoi? C'est montrer un grand chiffre d'affaires. Or, il oublie qu'il y a une réalité du terrain. Une fois de plus, je tiens à vous remercier en tant que responsable, manager de la Minute Valeur Ajoutée pour l'initiative d'interconnecter nos différents pays avec l'information à caractère économique et entrepreneurial. Et je vous remercie. Je suis M. Sagué Jean-Marie, directeur du complexe Esture de distribution. Et c'est une société qui fait dans le commerce général, import-export, donc large gamme. Mais nous commercialisons un produit de manière exclusive, Breeder Line, qui est un produit sous forme de croquettes et qui sert à la nutrition des chiens. Nous avons également une société sœur qui importe les concentrés, les prémix pour l'élevage de la volaille, des porcs et voilà. Donc nous sommes
assez ancrés dans ce domaine-là. La crise, elle est encore d'actualité. Nous ne savons pas où nous nous situons par rapport à cette pandémie, puisque la dernière actualité de chez nous veut que nous soyons dans une phase ascendante. Et on ne nous dit même pas quand est-ce qu'on aura atteint le pic. Et donc, il est difficile maintenant d'évaluer de manière certaine les conséquences de cette pandémie sur nos activités. On ne peut pas dire de manière exacte maintenant quels sont les effets réels. On attendra que cette pandémie ait atteint son pic et commence à décroître pour pouvoir faire cette évaluation-là. Bon, ça peut tourner autour de 20 à 30%. Simplement parce que l'alimentation animale est presque identique à l'alimentation humaine. Si vous ne mangez pas, vous allez en mourir. Donc, pour les animaux qui étaient déjà, en phase de croissance, on continue à les nourrir. Mais peut-être d'ici là, si la crise s'aggrave, on devra subir d'énormes pertes. Les gens n'auront plus d'argent pour acheter et par conséquent, ça devrait nous affecter véritablement. Bien, en quelques mots, s'il faut donner un conseil au gouvernement, encore que je n'ai pas la qualité, je demanderais au gouvernement de renforcer les mesures barrières en fait. Parce que on se rend compte que tout ce qui a été préconisé est pratiquement foulé aux pieds. Et donc, pour protéger la santé, ou alors pour pousser les gens à se protéger, il faudrait peut-être intégrer le concept d'état policier, ne serait-ce que par rapport à cette pandémie. C'est-à-dire obliger les gens à faire exactement ce qu'ils doivent faire pour que leur santé et celle des autres soient préservées. Je vous remercie. Je suis Tonien Paul Francis Nathanaël. Je suis gérant et créateur du cabinet Alvic Investment Consulting. Nous faisons dans le développement de notre continent, mais nous sommes spécialisés sur le droit des ressources naturelles. Mécaniquement, lorsqu'il y a effondrement de la demande, les pays hôtes ne peuvent plus exploiter. C'est-à-dire que sur le marché mondial, le prix du brut baisse progressivement. Et ça ne va pas sans quelques conséquences. C'est qu'il y a une paralysie dans nos économies. Bon, avec le phénomène de la Covid-19, vous avez vu les entreprises, certaines entreprises sont fermées, les avions ne volent plus. Ça fait que les sociétés de services de droit africain et les sociétés extractives internationales ne peuvent plus valablement payer leurs impôts. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles se retournent vers les États. Et les États font quoi à ce moment? Les États prennent des mesures fiscales pour essayer d'alléger la situation. Les pays ne peuvent pas annuler. Ils peuvent étendre ou à défaut prendre des mesures, comme la plupart des pays viennent de le faire. Non, vous savez, tous ces pays-là, le Gabon, le Cameroun et tous ces pays de la zone pétrolifère l'ont fait. Et vous avez vu ce que c'est en train de donner dans nos différentes économies. Il faut dire que beaucoup de pays membres de l'organisation des pays exportateurs producteurs de pétrole ou exploitateurs de pétrole n'ont pas diversifié leur économie. Il est question de diversifier leurs économies. Mais il faut aussi compter sur la ferveur du secteur privé, le dynamisme même du secteur privé.
impératif et même urgent que les accords et les différents contrats signés par nos économies soient encadrés par des experts africains. L'Afrique a tout genre d'experts. Nos États doivent faire confiance à leurs experts. On n'a pas vraiment besoin d'aller chercher les experts ailleurs ou des experts de l'ONU qui viendraient nous aider à travailler. L'Afrique a tout en réalité. Nous avons tout comme experts. Ne perdons pas de vue que la perméabilité de nos différents codes extractifs ne permet pas aux pays subsahariens de tirer l'épingle du jeu pendant la négociation des contrats. Parce que généralement, ces contrats sont négociés, excusez-moi, par des fonctionnaires qui ne sont pas des experts en la matière, parfois par des cabinets étrangers qui sont chèrement payés. Je peux vous prendre un exemple. En 2011, il y a eu un différend au niveau du CIRDI entre la République centrafricaine et une société suisse. Le différend portait sur le domaine tabacole. Voyez-vous, devant le CIRDI, la Centrafrique a commis comme plaideur et arbitre un cabinet centrafricain. Je ne sais pas si ce cabinet était un cabinet d'experts. Et ils l'ont adjoint, ils ont mis à côté de ce cabinet-là le maître Vergès, un brillant avocat. Mais seulement, est-ce que le contrat pour lequel la RCA est attrait au CIRDI a été négocié par ces plaideurs-là? Est-ce que ces plaideurs-là connaissent le contenu de ce contrat? Maintenant, certes, Maître Vergès, paix à son âme, était un grand avocat, mais est-ce qu'il était prêt pour ce genre de différends? Maintenant, nous pensons que si le contrat avait été négocié par les experts africains, comme vous le savez, les contrats d'État s'échelonnent sur plusieurs années. Si votre cabinet ou un cabinet où certains experts ont rédigé le contrat, ils ont participé à la négociation, en cas de différend, ils sont mieux à même de le défendre parce qu'ils connaissent des méandres. Et en droit, il suffit d'un petit détail pour perdre ou pour gagner. Bon, voyez, un petit pays comme, excusez-moi, un petit pays entre guillemets comme la Centrafrique, bon, pays pauvre, entre guillemets aussi, qui a été condamné à payer certaines sommes. Parce que justement, il y avait des problèmes sur l'interprétation du contrat, sur le plan douanier, le plan fiscal. Il y avait même un problème lié à la corruption. Donc, vous voyez, je reviens là-dessus. Il faudrait que nos États aient le courage de donner ce genre de travail à nos experts. Ces experts-là maîtrisent l'écosystème juridique de leur environnement. Un cabinet étranger ne peut pas maîtriser notre écosystème mieux que nous-mêmes Africains. Et maintenant, nos États doivent faire confiance aux experts africains pour ces questions-là. Dans le cadre de notre profession, nous accompagnons le développement de l'Afrique et nos clients, nous sommes dans le droit des affaires, mais nous accompagnons nos clients des sociétés extractives à former leurs contrats. Nous les accompagnons à la rédaction. Nous les accompagnons même à la révision de ces contrats, à la négociation, et nous les préparons comment aborder les différends qui pourraient y naître. Dans notre cabinet aussi, nous accompagnons le processus de la réglementation. Nous organisons des séminaires de formation. Nous accueillons des jeunes en stage pour qu'ils soient imprégnés de ces questions-là. Nous sommes pour la coopération des cabinets experts
pour que le droit extractif soit vulgarisé en Afrique. Parce que nos malheurs viennent de ce que nous n'avons pas d'experts qualifiés qui pourraient aider nos États à la discussion des contrats, à leur défense. Nous faisons également l'appui à la recherche. Nous aidons les gens qui veulent publier. Donc en réalité, nous travaillons pour le développement du continent. Bonjour et bienvenue dans la rubrique 10 minutes avec Armelle pour parler hôtellerie, restauration et tourisme. Notre thème du jour est l'accueil. Qu'est-ce que l'accueil? L'accueil, cet élément clé, universel, incontournable, indispensable, primordial pour tout secteur d'activité, quel que soit le type d'entreprise, privé ou public. Il faut savoir qu'il existe deux types d'accueil. L'accueil physique, face à face, on voit le client, et l'accueil téléphonique, on ne voit pas le client, tout se passe par téléphone. Mais quel que soit le type d'accueil, il faut le travailler, le soigner afin de véhiculer une image satisfaisante à travers le service ou le produit que l'on souhaite vendre ou proposer. Dans un premier temps, je vous donnerai une définition générale de l'accueil. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'accueil est universel. Dans tout secteur d'activité, l'accueil est indispensable et à sa place. On dira donc que l'accueil, c'est l'ensemble des comportements, des techniques, voire des politiques, parfois culturelles, mis en œuvre pour établir une relation humaine, de confiance et de qualité avec un client, un usager ou même un invité, dans le but de satisfaire ses besoins, ses goûts et ses aspirations. Je m'explique. On va mettre en place un ensemble d'attitudes pour satisfaire la personne qu'on devra accueillir. On mettra ensemble un ensemble de techniques pour satisfaire cette personne. Est-ce qu'il y aura une salle d'attente? Est-ce qu'il y aura un distributeur de tickets par ordre d'arrivée? Est-ce qu'il y aura un espace aménagé pour les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants? Est-ce que il y aura une interface? Quelle technique je mettrai pour satisfaire ces personnes? Politique. Quelle sera la politique que je mettrai propre à nous, qui peut être culturelle? Comme vous allez voir en Afrique de l'Ouest, on vous offre de l'eau. En Asie, ce sont des serviettes chauffantes pour se rafraîchir les mains. Donc, qu'est-ce que moi je mettrai? Parfois, ce sont des bonbons qu'on met sur le desk. Voilà. Maintenant, si on va dans la définition de l'hôtellerie-restauration, ça restera la même. Mais on va juste accentuer sur le client. Parce que là, il ne s'agit plus d'un usager ou d'un invité. On dira c'est la manière de vendre un produit ou un service à la clientèle par l'ensemble de gestes et attitudes. Attitudes et gestes qui reviennent au comportement qui feront que le client se sentira unique, important, écouté, choyé et qu'il ait l'envie de revenir. Et pourquoi pas d'y rester? Pourquoi aller ailleurs s'il a été bien accueilli chez vous, bien servi et il est satisfait de votre produit ou de service? Et pourquoi pas parler de vous et ainsi vous ramener de nouveaux clients? Retenez que l'accueil dure du début à la fin, de l'arrivée au départ du client. Du départ à l'arrivée, de l'arrivée au départ. Voilà. Voici quelques astuces pour un bon accueil. Déjà, 7 éléments clés à avoir pour un bon accueil. Le sourire, il doit être naturel et non forcé. On ne force pas. La posture, bien se tenir, droite. L'attitude, professionnelle, courtoisie et efficacité. La rapidité de la prise en charge. L'accueil ne doit pas être long. Un temps précis, court, déterminé. La gestion de l'attente. Le client, il ne faut pas que le client ait l'impression d'avoir trop attendu. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que le client ne sente pas l'attente? Faire venir un collègue. Si c'est un client habitué,
On sait déjà où on doit l'installer, on sait déjà comment l'accueillir. S'il y a trop de monde, est-ce qu'on ne va pas faire attendre le client dans une salle d'attente, lui proposer un welcome drink? La reconnaissance du client. Le client doit se sentir attendu. Le client n'a pas l'impression de se dire « Ah, il vous a surpris ». Le client ne doit pas vous surprendre. Vous devez être prêt à recevoir tout client à tout moment. L'aménagement de vos espaces. Propreté, facilité d'accès, signalisation visible et bonne odeur. L'accueil se déroule en 7 étapes, donc procédure d'accueil. Premièrement, on salue le client. Bonjour monsieur, c'est pas bonjour, c'est bonjour monsieur. Si c'est par téléphone, vous allez vous présenter parce que l'accueil de face, vous avez votre badge. Par téléphone, il ne sait pas qui vous êtes. Donc, bonjour monsieur X, Armel à votre écoute. En quoi puis-je vous aider? Écoutez la demande du client. Reformulez sa demande pour savoir si vous êtes en phase. Répondre à sa demande. Proposer un service complémentaire ou de substitution. Si par exemple la demande, sa demande, vous l'avez pas en totalité ou vous ne l'avez pas. On ne dit pas à un client je n'ai pas. Non, on propose un service de substitution ou complémentaire. On vérifie sa satisfaction. Est-ce que ce que vous lui avez proposé, il en est satisfait? Enfin, on remercie le client et on prend congé. On ne dit pas « Ok, merci d'être venu chez nous et à très bientôt ». Question de l'attente. Le client, il ne faut pas que le client ait l'impression d'avoir trop attendu. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que le client ne sente pas l'attente? Faire venir un collègue. Si c'est un client habitué, on sait déjà où on doit l'installer, on sait déjà comment l'accueillir. S'il y a trop de monde, est-ce qu'on ne va pas faire attendre le client dans une salle d'attente, lui proposer un welcome drink? La reconnaissance du client. Le client doit se sentir attendu. Le client n'a pas l'impression de se dire « Ah, il vous a surpris ». Le client ne doit pas vous surprendre. Vous devez être prêt à recevoir tout client à tout moment. L'aménagement de vos espaces. Propreté, facilité d'accès, signalisation visible et bonne odeur. L'accueil se déroule en 7 étapes, donc procédure d'accueil. Premièrement, on salue le client. Bonjour monsieur, c'est pas bonjour, c'est bonjour monsieur. Si c'est par téléphone, vous allez vous présenter parce que l'accueil de face, vous avez votre badge. Par téléphone, il ne sait pas qui vous êtes. Donc, bonjour monsieur X, Armel à votre écoute. En quoi puis-je vous aider? Écoutez la demande du client. Reformulez sa demande pour savoir si vous êtes en phase. Répondre à sa demande. Proposer un service complémentaire ou de substitution. Si par exemple la demande, sa demande, vous ne l'avez pas en totalité ou vous ne l'avez pas. On ne dit pas à un client je n'ai pas. Non, on propose un service de substitution ou complémentaire. On vérifie sa satisfaction. Est-ce que ce que vous lui avez proposé, il en est satisfait? Enfin, on remercie le client et on prend congé. On ne dit pas « Ok, merci d'être venu chez nous et à très bientôt ». Mais pour tout ça, il y a 10 points clés à travailler avant de mettre tout ça en place. Parce qu'il faut d'abord travailler cela. Pour travailler cela, premier point, il faut créer une culture d'accueil dans votre entreprise. Il faut être prêt à accueillir vos clients. On ne dit pas « Oh, non, il faut être prêt ». C'est ça, c'est la base. On accueille un client. Deuxième point, il faut s'impliquer. Et ainsi que vos équipes. Donc, tout le monde doit avoir cette culture d'accueil. Le sourire, la posture, l'efficacité, le professionnalisme. Voilà, tout le monde doit s'impliquer dans cette culture d'accueil. Soignez votre image. Comme on a toujours dit, la propreté corporelle. Le client, il ne faut pas se sentir mauvais, avoir une mauvaise haleine. Non, les ongles propres, soignés, coupés. S'il y a du vernis, pas du vernis écaillé. Non, 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 non. Surtout les femmes là. Comportement, attitude, voix, ton, langage. Veillez à présenter un bon cadre. Propreté, éclairage, rangement.
Savoir anticiper les besoins de vos clients. Donc, c'est travailler sur le passé, le présent et le futur de vos clients afin d'améliorer vos produits. Savoir personnaliser chaque client. Chaque client doit se sentir unique, attendu et écouté. Considérez chaque situation, réclamation ou demande comme une nouvelle opportunité de pouvoir s'améliorer. Donc, toute réclamation ou toute nouvelle demande doit être une force pour pouvoir s'améliorer et aller plus loin. Être toujours à l'écoute de vos clients, toujours. Valoriser les canaux de communication, ce qui revient à soigner la qualité, la fluidité et la compréhension de vos informations à travers les réseaux sociaux, la publicité, les médias. Toujours aller vers de nouvelles formations pour s'améliorer et être prêt aux évolutions. Le monde évolue, il faut être prêt. Il est important de maîtriser ces procédures pour un bon accueil physique ou téléphonique, ainsi que le traitement d'une réclamation d'un client ou d'un usager ou son mécontentement. Quelques petits points à faire, à ne pas faire. On ne se cure pas le nez devant un client, on ne mange pas devant un client, on ne dit pas à un client je ne sais pas, je vais me renseigner, je reviens vers vous. On ne reçoit pas un client, on n'accueille pas un client assis, on se lève, on ne tend pas la main à un client, sauf s'il le fait en premier. On garde ses distances avec un client, on évite la familiarité, on ne tend pas la main à un client, comme je vous ai dit. Toujours un signe d'identification, votre badge. On n'interrompt pas un client. On ne dit pas à un client, je ne sais pas, on va se renseigner. On ne dit pas, attendez là, pouvez-vous patienter un moment? Je reviens. Voilà. En conclusion, très cher, retenez ceci, la première image que vous renvoyez est celle que vos clients ou vos interlocuteurs se feront de votre entreprise. Il est donc indispensable de travailler cette image. Pour comprendre l'importance de l'accueil, il est important de s'évaluer, de s'auto-évaluer et d'évaluer ses équipes et de voir aussi pourquoi les clients vous ont choisi, ils y restent ou pourquoi ils partent, le cas échéant. C'est pourquoi il est important de passer des stages de formation sur l'accueil. Ce qui vous permettra d'identifier les techniques professionnelles permettant de développer une image qualitative et positive de votre entreprise afin de garder, fidéliser vos clients et surtout ramener de nouveaux clients. On ne dort pas sur ses acquis. Voilà pour les 10 minutes avec Armelle sur le thème de l'accueil. À vous de jouer, les appliquer et à très bientôt pour un nouveau thème. Bye bye.